C'est parti. Vous m'entendez bien? Super. Donc, rebonjour, comme je l'ai déjà dit avant. Bienvenue à cette session sur AK. Merci. Mais, hop, on s'en fout. Donc, bienvenue à cette session sur AK. On va faire la partie ennuyeuse d'abord. Donc, je m'appelle Guillaume Chebel, je travaille pour Expedia à Londres. Et on va avoir une petite intro aujourd'hui sur ce que c'est que la programmation réactive. Ça va être le tout début, ça va être l'introduction. Et après, on va vraiment rentrer dans AK avec un gros tutoriel sur comment débuter. Il y a beaucoup de choses que je vais volontairement éluder, beaucoup de choses dans lesquelles je ne vais pas rentrer, tout ce qui est configuration avancée, etc. C'est le but. Mais bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc la programmation réactive, c'est un papier qui a été, c'est le Reactive Manifesto. Vous pouvez aller voir ça en ligne sur reactivemanifesto.org. Ça a été publié il y a déjà pas mal d'années. Il y a des langages qui sont basés typiquement là-dessus. Et globalement, c'est 4 principes, comme dans tout manifeste. C'est être résilient, c'est être responsive, c'est être élastique et c'est être message-driven. Donc ça, c'est les 4 grands points. Je vais essayer de vous montrer la plupart de ces points avec le tutoriel de base. Globalement, on va voir comment être message-driven. Ça, de toute façon, AK, qui est une des implémentations, c'est par défaut, vous n'avez pas le choix. On va voir d'autres petits trucs. Comment être résilient, ça je vous l'expliquerai. Pareil pour l'élasticité. Et le quatrième que j'oublie toujours, on verra. Mais c'est pas grave. Petite question pour vous. Qui a déjà fait du AK? 1, 2, 3, quelques-uns. Donc vous êtes dans la bonne session. Qui avait déjà entendu parler du Reactive Manifesto avant? Un peu plus. Vous êtes dans la bonne session. C'est bien. Non, les autres sont dans la bonne session. On va commencer par ça. Juste une toute petite application, toute bête, pour l'introduction. Donc la première chose Alors, la majeure partie, ça va être du Scala. S'il y en a qui sont purs javaïstes, si j'ai le temps, je vous montrerai des exemples en Java, mais globalement, à part un opérateur ou deux, il y aura franchement pas grand-chose qui va vous choquer, normalement. Premier truc qu'on voit ici, c'est un actor système. Globalement, ce qu'il faut voir, c'est que tout va être basé dans le système. C'est le système qui va nous permettre justement d'avoir les composants, de passer les messages, message-driven, d'avoir la partie résiliente, la partie élastique, etc., etc. Donc on va tout faire dans le système. C'est pour ça qu'on le démarre au début. On lui donne un petit nom, c'est toujours sympa. Donc là, ça nous permettra de potentiellement d'avoir plusieurs systèmes en parallèle au sein de la même JVM, ou voire même de la même application. C'est toujours sympa aussi. Et là, je démarre avec une configuration vide. Donc par défaut, le truc tout bateau. C'est juste pour ne pas utiliser le fichier de configuration que j'ai déjà chargé dans mon projet. Mais de toute façon, ça, on l'enlèvera plus tard. Une fois qu'on a fait ça, on va dire à notre système, tu vas me créer un acteur. Alors un acteur, c'est quoi? C'est tout simplement notre unité de traitement. On va lui passer un message et ça va faire quelque chose. Le point d'entrée de n'importe quel module, si vous voulez, ça va être toujours un acteur. Et on va faire des acteurs. Première chose à savoir, c'est qu'un acteur en mémoire, c'est très très léger. Donc on va pouvoir dans nos applications en avoir beaucoup en parallèle. Une machine comme celle que j'ai, d'après les benches que j'ai vus, c'est plusieurs centaines, plusieurs milliers, voire des millions d'acteurs en parallèle. C'est pas trop un problème. Après, à vous de voir comment vous utilisez, mais on va démarrer avec ça. Donc là, pour créer un acteur, il faut des properties. Donc là, j'utilise, globalement, je lui dis, tu me crées un acteur de ce type-là. On va voir ça un peu plus en détail. Et encore une fois, je lui donne un petit nom, et comme ça, c'est pratique. Petit truc à savoir ici, le nom doit être unique. On va voir ce que ça veut dire plus tard. Donc ici, j'ai mon basic actor. OK. Alors, premier truc que je fais, j'étends d'acteur. Pour que ce soit un acteur, il faut bien qu'on ait une petite relation quelque part. Et après, actor logging, c'est juste pour pouvoir avoir directement l'objet log et pouvoir faire log.info. Sinon, ça ne sert à rien d'autre que ça. C'est juste pour récupérer le système de log par défaut qu'on a configuré. Ce qui va être pratique. Une fois que j'ai ça, j'ai une méthode receive.
Et là, j'ai du pattern matching. Si vous êtes en Java, je pourrais vous le montrer. Avant Java 8, globalement, vous avez toujours la même méthode receive avec des if instance of, etc., etc. C'est un peu moins sympa en termes d'écriture quand même. On a ça. Donc là, on dit ben, j'ai un cas, c'est un message. Peu importe le type. Pour l'instant, on ne s'en occupe pas. On va le loguer et dire hello, quelque chose. Jusque-là, tout le monde suit? Je l'espère. Donc voilà, on a créé notre acteur. Il est quelque part dans la mémoire, c'est cool. Et donc ici, j'ai un acteur ref. Alors là, c'est le nom de ma variable. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le type, si je prends le type, c'est type actor ref. C'est pas un type basic actor. Ça veut dire, c'est un gros avantage. On va pouvoir bouger des éléments, passer d'un acteur local dans mon application, dans ma JVM, à un acteur distant sur un autre serveur, et j'aurai toujours la même référence. J'aurai toujours un objet référence. Ça, c'est plutôt pas mal. On va pouvoir bouger des éléments de code. Là, en termes d'évolutivité, ça a un intérêt, je vous montrerai ça plus tard. Maintenant que j'ai ma référence, le premier mode de communication avec un acteur, c'est de lui dire fire and forget. Donc je lui envoie un message et je passe à autre chose. J'attends pas de réponse, c'est pas le but. D'accord? Donc ça, le mode par défaut, c'est tel. Je lui passe un message, ça peut être n'importe quel type d'objet. On verra des exemples. Donc là, je lui passe une chaîne de caractères. Et ici, no sender, on n'a pas besoin de réponse, donc il n'a pas besoin de nous répondre, il n'a pas besoin de savoir qui lui envoie. Et donc, on peut lui dire, bah, c'est personne. On va voir ce que ça donne. Hop, on va lancer ça. Et là, on va s'amuser avec les effets démo. J'en suis sûr. Hop. Ah, j'ai le système de monitoring qui est passé dessus. Mais hop là. Donc ça, c'est la fin. Ça, c'est la dernière démo que je suis en train de vous montrer. C'est sympa. C'était pas utile. Donc ici, ce qui est important, c'est ce petit bout là. Donc là, on voit quoi? Donc ça, c'est le système de log par défaut que j'ai utilisé. On reconnaît Devox AK Basics. Donc ça, c'est notre système. Notre acteur, donc on sait qui log. Ça, quand vous voulez débugger de la prod, c'est quand même pratique de savoir qui a fait quoi. Et on a notre message. Jusque-là, c'est plutôt facile. Premier truc qu'on remarque, user. Alors, dans le système AK, on va avoir deux gros espaces de noms, le système et le user. User, c'est pour nous. On fait ce qu'on veut avec, on va créer, tous les acteurs qu'on va créer vont être là-dedans. Système, c'est pour le système, et il va pouvoir gérer des choses pour lui-même. D'accord? Donc on sépare bien. L'autre truc à savoir, c'est que une fois que je suis dans user, c'est comme si j'avais un système de fichiers, un arbre. On va pouvoir créer des hiérarchies d'acteurs en disant ben, basic actor / un enfant, child 1, slash, et créer comme ça des hiérarchies complètes. Et on va même pouvoir aller jusqu'à utiliser des acteurs en disant ben, donne-moi tous les acteurs qui sont enfants de basic actor. Ça va être pour un peu plus tard, c'est un peu plus avancé. Mais voilà, on va pouvoir explorer comme ça. Tout ça grâce aux références que je mentionnais précédemment. Donc ça, c'est pas mal. Maintenant, on va aller ici et on va faire un peu de TDD. TDD, c'est bien. On va voir ce que ça donne. Donc, première chose que j'ai faite, j'ai juste recopié, je l'ai préparé, le conference actor, qui est globalement l'équivalent de l'acteur qu'on a vu précédemment. D'accord? Comme ça, on démarre sans rien. Donc, avec AK, le premier truc qu'on utilise en testing, c'est le test kit qui nous est fourni. C'est juste une dépendance à mettre dans vos librairies, enfin dans Maven ou SBT ou peu importe. Et ça va vous permettre d'avoir pas mal d'options sur le testing et de pouvoir faire des choses sympas. Donc là, j'ai mon test kit. Après, tout ce qu'il y a derrière, globalement, c'est pour du Scala test. Ça, c'est pas spécialement important. Est-ce que vous voyez bien d'ailleurs tout le code? Ouais. Ok, super. Donc là, je crée ici mon système d'acteurs de test. Pourquoi pas? Et à la fin, j'arrête le tout. Jusque-là, il n'y a rien de très compliqué. Alors le premier truc qu'on va faire, le premier truc que moi j'aimerais faire en tout cas, c'est vu que je log quelque chose, j'aimerais bien savoir si le message que j'espère avoir dans les logs est bien là.
Ça, c'est un truc pas mal. Donc, on va commencer avec val conference actor égale système. Donc, toujours mon système, mon acteur système, hein, on ne change pas. Actor of. Props. Ici, alors je vais utiliser celui par défaut, qui est pour un conférence actor. Hop, et je suis en test, j'ai pas forcément envie de lui donner un petit nom. Encore une fois, là, c'est pas obligatoire. On verra ce qu'il va mettre dans les logs. Une fois que j'ai ça, alors vous vous souvenez, enfin, si vous vous souvenez pas, je vous le redis. Ici, on a une méthode tel. Ce sera la même méthode en Java. On écrira ça exactement de la même façon. Ici, on va faire un petit truc un peu différent. Conference actor, et on va utiliser un opérateur qui est le point d'exclamation. Ça fait la même chose. Et on va lui dire, on va commencer par, voyons voir, non, F, pardon. Hop. Si je regarde ce que fait mon acteur en dessous, FR. Comme ça, je vais pouvoir vérifier que j'ai bien un Devox FR. C'est quand même pas mal. Donc là, j'ai plus besoin de lui dire avec ça, no sender. C'est par défaut. Encore une fois, c'est le fire and forget, et c'est le mode qu'il faut privilégier en communication, pour la communication avec les acteurs. Tout simplement parce que c'est plus performant, et on n'a rien à stocker en mémoire, on n'a pas de futur à traiter, on n'a pas d'IO, on envoie le message et on passe à autre chose. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ça peut avoir des patterns assez intéressants. J'ai un acteur A qui va dire à un acteur B quelque chose, fire and forget, et l'acteur B peut aller dire quelque chose à l'acteur C, et l'acteur C peut redire quelque chose à l'acteur A. Donc je peux avoir des patterns, des flux qui sont relativement intéressants et qui vont correspondre en fait à mon flux, qui peuvent correspondre à mon flux métier. Ça, c'est à vous de l'implémenter. Mais on va se passer des messages comme ça de l'un à l'autre. C'est plutôt pas mal. Donc une fois que j'ai ça, alors comment est-ce qu'on va tester ça? Là, hop, je vais juste récupérer la ligne parce que je m'en souviens jamais. Je vais vous l'expliquer. Hop, on va la mettre là. Ici, et elle va là. Hop. Alors, ouais. Alors, quand je crée mon système d'acteurs, si je lui dis rien, il va charger le fichier de configuration par défaut, qui se trouve dans src main resources, qui s'appelle application.conf. Ou alors, si j'ai envie, je peux lui dire, tu vas me charger en fait la configuration à partir d'une chaîne de caractères. En test, c'est super pratique. Ça me permet de pouvoir modifier au cas par cas certaines propriétés et d'avoir des cas comme ça un peu bizarres. Si j'ai envie de m'amuser, je ne sais pas, avec des timeouts différents ou peu importe. Mais ça peut être sympa. Donc là, je lui dis, le logger que tu vas utiliser, c'est un event listener, et donc on va pouvoir interagir avec lui. C'est tout simple. Il va juste capturer le log, il va toujours le mettre dans la console, si on est dans les deux par exemple, mais par contre, on va pouvoir lui demander des choses. Donc il va juste intercepter. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Comment ça marche? Donc là, j'ai un event filter. Alors, ici, je log en info. Je vais vérifier que j'ai bien déjà un log en info. Hop. Le pattern, alors, on va commencer par un truc, tiens. Failing test et occurrences une fois. Donc je vais avoir quelque chose qui ressemble à failing test au moins une fois. Pour faire ça, on va intercepter ce qui est dit ici. On va voir ce qui se passe. Hop. Pas là. Ça plante, c'est normal, c'est rouge. Et là, on voit que on a notre log devoxfr. Et oh, surprise, ça ne correspond pas à failing test en info. Ça, c'est dommage. Donc, dans une bonne pratique de TDD, maintenant que c'est rouge, on peut passer au vert. Et on peut avoir devoxfr. Hop, on relance. Green bar. Génial, ça marche. Et un conseil, si vous reposez beaucoup sur les logs pour faire des analyses après coup, du troubleshooting en prod, testez vos logs. C'est super important. Mais bon. On va aller plus loin. Donc maintenant,
Ça, alors, je vous ai dit, on va envoyer des messages. Pour le coup, j'aimerais bien que mon acteur me réponde. C'est possible aussi. Donc, je vais reprendre ici mon acteur. Hop. D'accord. Je vais faire conference actor. Alors, j'ai une première possibilité qui est d'utiliser la méthode ask. On va lui demander quelque chose, il va nous répondre. Hop. Ça, c'est plus simple, c'est le point d'interrogation. C'est suffisamment lisible. Donc, entre le point d'exclamation et le point d'interrogation, c'est les deux seuls opérateurs bizarres que je vais utiliser. Pour les purs javaïstes, ne vous inquiétez pas. Et on va lui dire fr. D'accord. Alors ça, si j'en fais une méthode, enfin j'en fais une variable, ça me renvoie une future. Tout le monde est clair sur la partie async IO, les IO non bloquants avec des futures, ou il faut que j'aille un tout petit peu dans les détails. Cool. Donc on va faire ça. Alors là, le problème, c'est que je vais avoir une future d'object, ou any, en ce cas-là. Donc je vais juste faire un petit truc. Je vais dire que c'est une future de... bah tiens, on va tout de suite prendre un type. Donc là, tout en bas, quelque chose que j'ai déjà préparé, c'est une classe toute simple. Case class, ça veut juste dire que en ce cas-là, il va m'écrire, enfin, je vais avoir un toString un peu plus sympa que le toString qu'on a en Java. Pareil pour equals hashcode. Voilà, c'est globalement un bon vieux Pojo, un bon vieux bin, mais en une ligne de code. Ça, c'est pratique. Donc, on va faire ça. Et donc là, je vais dire que j'ai une réponse. Donc on va faire ça, on va faire future, je vais vous montrer le type. Donc j'ai bien une future de réponse. Ça, c'est pas mal. Et en Scala, enfin, ou avec Scala test, lorsque vous voulez tester le résultat obtenu, on va faire ça. When ready. Qu'est-ce qui doit être prêt? Une fois que ma future est terminée. D'accord. Et après, une petite lambda. C'est pas mal. Donc on va prendre response. D'accord. Donc là, j'ai un objet de type réponse. C'est pas mal, c'est sympa. Et on va faire response.name should be devox. Et on va faire France, encore une fois, on va directement faire FR. On va gagner du temps. Qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est normal. Quand on va utiliser des futurs, il va falloir deux choses. La première chose qu'il va nous falloir, c'est le timeout. Ça, c'est normal. On ne va pas attendre indéfiniment. Enfin, on ne va pas avoir quelque chose qui va durer d'une manière indéterminée. Donc, on va pouvoir jouer sur les timeouts, c'est sympa. Et après, il va nous falloir quelque chose qui va gérer le pool de thread. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui... Alors, je vais gagner un peu de temps. Ça, c'est pas intéressant pour moi de le taper. Et je vais mettre ça tout en haut. Hop, et là, on va dire système. Donc là, j'ai juste déclaré mon timeout par défaut dans ma suite de tests. Ça va être 1 seconde. Vous pouvez aller plus bas, vous pouvez aller à la milliseconde ou peu importe. Donc ça, c'est pas mal. Et après, l'execution context, ça va être l'objet qui va gérer notre pool de thread. Ce qui se passe quand on va faire ça, c'est que le temps que l'acteur reçoive, enfin le temps que la future soit terminée, de manière successful or failure, pardon pour l'anglicisme, l'objet va être mis en attente dans la mémoire et il ne va pas bouger. Ce qui veut dire qu'un acteur va traiter un message à la fois. Donc la concurrence est gérée pour nous. Ça, c'est plutôt super pratique lorsqu'on aura plein de messages. La deuxième chose qui va être intéressante, c'est que dans ce cas-là, un acteur peut être stateful. Il n'y a aucun souci. Si je mets quelque chose en mémoire dans mon acteur conférence et que j'attends que la future soit terminée, soit résolue comme il faut, je vais pouvoir récupérer le même objet, la même instance, ça ne bougera pas. Et ça, il n'y a aucun problème parce que le système nous le garantit. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc une fois qu'on a ça, normalement, on devrait aller pouvoir aller un peu plus loin. Hop. Et ça plante, évidemment, Devox. Ah bah oui, je suis bête. C'est bien, mon acteur, je ne l'ai pas changé. Case. Alors là, par contre, je vais juste, tant qu'à faire, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des objets typés. Donc request, qui est un objet que j'ai créé
un type que j'ai créé plus bas, hein, vous pouvez appeler ce que vous voulez. Là, vraiment, je vous conseille d'être très métier. C'est là où vous pouvez dire, je demande telle chose, j'ai telle chose. Là, soyez vraiment métier. On va pouvoir mettre beaucoup de sens dans ce qu'on fait. Donc voilà, et maintenant, je vais pouvoir faire quelque chose du genre. J'ai une requête de type request, et je vais dire sender, donc celui qui a appelé l'acteur. À moi de te donner une information, une réponse avec... donc on va le faire comme ça. Devox. Ici, on va faire request.country. Et hop, et voilà. Donc là, j'ai un système de réponse. On va réessayer. Green bar. C'est cool. Donc voilà, maintenant on a vu deux choses. Comment envoyer un message et ne pas se soucier de la réponse. Et comment se soucier de la réponse et pouvoir la traiter. Évidemment, lorsque vous êtes dans votre code, vous avez une feature, donc vous pouvez utiliser les maps, les onSuccess, etc., etc. Là, pour le coup, j'en ai pas besoin. On est sur des éléments très simples. Ça, c'est pas mal. Maintenant, j'ai envie d'aller plus loin. Je vous l'ai mentionné avant. Les acteurs peuvent se parler entre eux. Ils peuvent créer un acteur, peut en créer d'autres. Donc là, c'est pas mal. Là, j'ai un Devox acteur. Bon, imaginons un truc un peu sympa. Mon conférence acteur, lui, il va déléguer. Il va prendre un message et il va le déléguer. Donc, au lieu de répondre Devox lui-même, il va demander au Devox acteur de lui passer quelque chose, etc., etc. Ça peut être un flux ou un flow assez sympa à voir. Donc on a ça. Donc ici, ce qu'on va faire, donc lorsqu'on est dans le cas d'une requête, on va faire val devox actor. Alors lorsqu'on est dans l'acteur, pour récupérer le système, ça s'appelle contexte. C'est comme ça. Et là, on va faire pareil, actor of props de devox actor. Et une fois que j'ai ça, alors ici, ce que j'ai envie de faire, si je demande à devox actor quelque chose, il faut que je traite la future, ça on le sait, et il faut que je renvoie. Donc globalement, il faut que je pipe ce que j'envoie à l'initiateur avec ce que j'ai eu depuis mon devox actor. Pour faire ça, on va utiliser, il y a des patterns qui existent. Donc on va dire devox actor, rec. Donc là, je lui dis, la future que j'ai envie d'avoir, alors pour le coup, c'est une future venant du système d'acteurs, ça pourrait être une future qui vient de n'importe quoi, d'une requête HTTP, peu importe, c'est pas le but. Ici, il me faut donc mon contexte d'exécution, donc context.dispatcher, et là on fait to sender. Donc là, c'est plutôt lisible. Alors, il y a d'autres systèmes en Scala avec des for comprehension, des éléments plus enfin, un peu différents en termes de syntaxe. Là, pour le coup, ça marche très bien. Et donc, lorsque j'ai ça, je vais pouvoir dire à mon acteur de Devox, alors, je vais récupérer le petit bout de code ici, et on va le mettre là. Donc, on va faire ça. Case rec, type request. Hop. Et évidemment, il est où? C'est celui-là. Et on va dire sender. Hop, donc là, ça n'a pas bougé. Ça, c'est pas mal. Voyons voir, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ça, c'est le test qui nous le dira. Évidemment, vu que j'utilise un système avec des futurs, il me faut l'ensemble des éléments dont j'avais besoin avant, que je peux directement copier-coller. C'est pas un problème. OK, et on fait ça. Et c'est vert encore une fois. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Deux choses. Un, j'ai des tests en testing sur des acteurs. Je vous conseille de tester une feature. Ne faites pas de test unitaire à la méthode près, au if près. C'est pas ce qui est le plus important. Testez vos cas d'utilisation. Ça, de manière générale, c'est quelque chose que moi je pratique beaucoup, le feature focus testing. Et après, là, on voit qu'on peut refactorer
une utilisation d'un acteur sans directement avoir changé les tests. Donc je sais que ma feature qui est d'avoir DevOxFR, elle est toujours bonne. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc ça marche vraiment bien. Donc ça, c'est vraiment sympa. On va faire un petit truc ici. Je vais vous montrer log.info et on va faire... non, je ne suis pas dans le bon. Pardon. On va faire ça ici. Je vais prendre cette chaîne de caractères. Val MSG. Hop. Ah, elle ne doit pas aller là non plus, celle-là. Pardon. Hop, 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 hop. Ici, on va dégager des lignes. Ça, c'est lisible. On va juste loguer le message. Je vais vous montrer un truc. Et j'ai pas actor login sur celui-là. Donc on va le récupérer. Hop. Actor logging. .info. MSG. Et je renvoie mon message. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Et on lance. Normalement, ça devrait passer. Alors là, c'est plutôt sympa. Alors si j'avais mis des petits noms, ça aurait été mieux. On pourra le faire plus tard. Donc là, vous vous souvenez de user que je vous ai montré dans la première démo. Donc là, on est dans l'espace développeur, si vous voulez. Ça, globalement, alors on va le changer. Ici, il est là, on va mettre un petit nom. Conf. Et là, on va lui mettre ici DevVox. On relance, comme ça ce sera peut-être plus parlant. Donc là, j'ai conf, et il a un enfant, comme s'il y avait un dossier et un fichier, hein, c'est exactement le même principe, c'est une arborescence, et j'ai DevVox. Donc on va pouvoir jouer comme ça avec, pour tel acteur, à tous les enfants, tu envoies le message. Ça peut être sympa. Donc ça, c'est plutôt... On peut imaginer des stratégies plutôt intéressantes. Alors, maintenant, ce que je vais pouvoir faire, donc là, on va aller, comme j'ai pas beaucoup de temps, on va activer un peu. Je vais revenir, je ne vais pas pouvoir vous montrer le test de ça. Donc là, je vais reprendre ma configuration par défaut, que je vais vous montrer. Application conf. Et ici, j'ai défini un module, qui est le module remote. Globalement, ça me permet d'interagir avec le réseau et de pouvoir dire à un système, va demander des éléments à un autre système. Donc là, on est vraiment distribué. Ça, c'est plutôt intéressant. Par défaut, j'ai défini le port 2552. Bon. Donc ça, c'est bon. Donc ça, je l'ai ici. Mon acteur ne bouge pas. Alors, volontairement, ici, je ne ferme pas le système. Donc ça, j'en ai pas besoin. Donc je crée juste un acteur. Tout simplement, le système est opérationnel, il n'y a pas de souci. On va voir lancer ça. Non, c'est pas le remote, c'est le basique. D'ailleurs, je crois qu'il tourne encore. Ouais. Hop, on va le démarrer. Donc ça, c'est bon. Donc voilà, ici, on voit une petite différence. Le protocole sur lequel il s'appuie, c'est NetI, sur du TCP. Toujours mon DevOps acteur. Ici, j'ai une adresse IP, sur laquelle j'écoute, 127.0.0.1 en l'occurrence, et le port. Et j'ai créé mon acteur, Basic Actor. Comme d'habitude, ça ne bouge pas. Maintenant, je prends une autre application. C'est globalement la même chose que d'habitude. Ici, je fais juste une surcharge de la configuration du port, parce que je ne peux pas avoir deux applications qui écoutent en même temps sur le même port. Ça, vous le savez, ça ne marche pas. Donc je passe en 2553. Et de la même façon, ici, on avait Actor Off pour créer. Si je veux juste récupérer une instance, je fais Actor Selection. Ça marche au sein de la même application, et ça marche avec une URL. D'accord? Donc là, je vais dire, va sur l'autre application, envoie-lui le message, et après, en l'occurrence, on va le traiter. Ici, c'est une autre façon de traiter une feature en ce cas-là. OnComplete, et on a ça. Alors, on va voir si ça va passer. Hop. Alors là, on va lancer avec le système de métrique. Et alors, les métriques, un petit truc, Camon. Et là, ça ne marche pas, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est pas grave. Ça aurait dû.
ça aurait dû. Bon, il n'y a plus de temps. Camon en métrique, et voilà, vous pouvez après injecter au niveau des tests tout ce qui est probe, c'est-à-dire être sûr qu'un acteur a envoyé un message à un autre. On peut le tester, il y a des choses. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci.